Moi, mon parti pris fort, il est d'assumer qu'on se garde une part de notre budget marketing pour faire rêver notre communauté, pour faire des projets auxquels on croit sincèrement. Et j'ai cette conviction que quand on le relaie, ça contribue au bien-être de la marque. La construction d'une IP, c'est assez colossal parce que c'est des marques qui traversent les époques. Un Pokémon, ça a 20 ans déjà maintenant. Et souvent, le business model est assez fou. Il y a eu Facebook, et puis il y a eu Google, et puis on a commencé à investir plus sur les SEO. On a commencé à être très 360 pour pas être dépendant d'un levier, et notamment sur Meta où j'ai vu mon CAC quadrupler sur un fameux mois, donc il a fallu se réinventer. On parlait juste avant, là, je sais pas si ça tournait de Peppa Pig qui a été vendu 4 milliards. Ouais. Je vous posais simplement la question parce que vous avez commencé, vous, donc Quentin, tu es le fondateur des Mini-Mondes, je rappelle. Ouais. Co-fondateur. Ah oui, cofondateur des Mini, c'est vrai, putain, c'est très important. Cofondateur, avec une associée qui n'est pas ta femme, contrairement à un article que j'ai pu trouver dans mes recherches. Il faut que je trouve effectivement que j'aille dénoncer voilà, de ce pas, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé des sources différentes, mais voilà. Donc vous avez monté la boîte il y a quelques temps maintenant et vous avez commencé en fait avec l'idée de faire une marque de jouets. Ouais. Et vous avez fini en fait aujourd'hui, donc vous êtes dans le top 10 des magazines en termes de nombre d'abonnés. Donc magazine pour enfants, vous avez deux, on dit pas des franchises, on dit des IP. Ouais, IP, franchise, en réalité, je pense que tu peux dire les deux. Ouais, donc IP, c'est pour Intellectual Property. Ouais. C'est ça. Et je pense que peut-être première question, c'est est-ce que c'est un bon business, le business des IP? Les IP, oui, on parlera peut-être du magazine, de l'abonnement, du jouet après, mais la construction d'une IP, ouais, c'est assez colossal parce que une propriété, en fait, quand on se parle de Pokémon, Pas de Patrouille, Peppa Pig, alors il y a peut-être pas que des jeunes parents ici, mais quand tous les jeunes parents connaissent, et c'est des marques qui traversent les époques, un Pokémon, ça a 20 ans déjà maintenant. Un Mickey, enfin, c'est des marques qui sont après construites dans le temps. Et souvent, le business model est assez fou. C'est que, en réalité, toi, tu détiens les assets. Ce qu'on appelle les assets, c'est qui est ton héros, à quoi il ressemble, ses mimiques, etc. Tu détiens la propriété. Mais en réalité, tous les produits qui sont faits après sont faits par des tiers. Et toi, tu perçois des royautés. Donc, en réalité, évidemment, je schématise, tout n'est pas si simple, mais t'as rien à faire si ce n'est percevoir des royautés. Et toi, t'es assis sur une mine d'or. Donc, oui, le business de l'IP est un business qui est ultra rentable et effectivement qui est dingue. Après, nous, on est sur un business qui est plus hybride, différent et réalistiquement, nous, il y a de l'abonnement et tout ça. Enfin bref, on n'est pas exactement dans le même monde, mais ouais, c'est un beau business. Et le but, c'est quand même de tendre vers ça à la fin? Ouais, la vision, c'est ça. C'est comment demain, on est capable de créer une IP qui a de l'ambition, qui est mondiale, qui est globale, mais par contre avec des valeurs qui sont super inspirantes. En fait, moi, ma conviction, c'est que t'apprends beaucoup grâce à tes héros. En fait, un gamin, il vit avec ses héros, qu'il ait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, au lieu d'avoir des histoires de princesses, de pompiers, de bricoleurs, des histoires de super-héros, de la violence, tout ça, non, mais en fait, je me dis, je vais utiliser la puissance du contenu pour créer des héros qui inspirent les gamins. Et les inspirer, c'est quoi? C'est créer des héros sympas, drôles, ouverts d'esprit, bienveillants, qui s'intéressent à la planète, à l'environnement, mais toujours avec un ton fun. C'est-à-dire qu'on peut faire du divertissement, je pense, drôle, mais qui éveille et qui élève. Et en tout cas, c'est ce que nous, on essaye de créer. Donc ouais, l'ambition, c'est de créer une IP, mais inspirante, et avec en plus des produits bien fabriqués. Ok. Ce qui est quand même un peu loin de la vision de démarrage. Est-ce que tu peux nous faire peut-être accélérer les phases par lesquelles vous êtes passé pour passer du jouet aujourd'hui à... Ouais, écoute, juste pour que tu comprennes l'histoire. Donc ouais, je suis associé avec Marine. On part d'un chiffre, c'est 75 000 tonnes de déchets par an générés par l'industrie du jouet, rien qu'en France. Ça, c'est en gros il y a 5 ans. Et on se dit, mais en fait, c'est génial comme sujet. C'est génial parce que, bon, déjà, c'est un sujet qui nous anime, les gosses, tout ça, enfin, créer une DNVB dans cet univers-là, c'est passionnant. De 2, parce que du coup, il y a de l'impact, etc. Et de 3, parce que ça bouge beaucoup. Il y a le sujet derrière en toile de fond du plastique. Et c'est vrai que les parents veulent plus du plastique, ça c'était un lieu commun maintenant. Il y a le sujet du Made in France, qui était un sujet de se dire, tiens, effectivement, il n'y a aucun jouet qui est fabriqué en France. Donc il y avait plein de sujets liés à l'impact. Donc bref, c'est un sujet qui de départ me plaît bien. Et en fait, on rencontre 200 parents pendant 1 mois et demi pour pitcher un peu notre idée de, on va créer une marque de jouets super bien fabriquée en France, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on pose plein de questions. Qu'est-ce que vous achetez comme jouet? Pourquoi? Vos enfants, ils aiment quoi, etc. Et en fait, on comprend 2 choses. On comprend que les parents nous suivent énormément dans cette initiative d'essayer de changer l'industrie du jouet. Ça, c'est cool. Et de 2, on comprend surtout que oui, des jouets bien fabriqués, c'est cool, mais en fait, la réalité de ce qu'intéressent les parents aujourd'hui, c'est exit les princesses, les pompiers, les bricoleurs. Est-ce qu'on peut créer des héros pas roses, pas bleus, mais en fait, qui parlent de ce nouveau monde qu'on vit et que les enfants vivent? Et en fait, on se dit, ah, c'est génial, on va pas créer une marque de jouets, on va créer tout un univers avec du jouet bien fabriqué. Et c'est comme ça qu'est né le projet Les Mini-Mondes. Et donc, je remercie les gens qui... je mettais des annonces sur Le Bon Coin, 10 € de l'heure pour parler jouer avec moi. Et c'était précieux parce que c'est grâce à ça que le projet, dès le début, avant même d'avoir existé, en gros, a déjà un peu évolué entre le point de départ et ce qu'on est devenu. Tu mettais c'était pour faire des tests utilisateurs? Ouais. En fait, je voulais éviter ce biais. Je trouve que parfois, tu vois, tu peux risquer quand tu crées une DNVB d'avoir ce côté un peu élitiste ou en fait d'être biaisé parce que tu côtoies 20 parents autour de toi et qu'en fait, il y a quand même un biais d'où tu viens, de qui tu fréquentes, etc. Et je voulais aucun biais. Donc en fait, évidemment, on rencontrait des potes, des
potes de potes, mais en fait, je voulais aussi des gens qui viennent de tous les horizons. Et donc, en fait, on mettait des annonces où on payait 10 € pour venir parler, jouer avec nous. Et en fait, ça permet d'avoir une relation très différente de gens qui viennent pour des motivations peut-être autres. Et en fait, du coup, t'as des retours qui sont très différents. Et c'est ça qui est précieux, je trouve, dans ta compréhension, tu vois. Sinon, je pense que t'es biaisé. Après, tu peux être volontairement biaisé, mais nous, on voulait créer une marque grand public. Donc, il fallait qu'on rencontre le grand public. Donc, ouais, c'est la technique qu'on a utilisée. Et ça nous a beaucoup aidé parce que maintenant, du coup, les mini-mondes, c'est 2 IP, disons, mais c'est des héros qui font découvrir le monde aux enfants. Donc, un monde qu'on veut bienveillant, inspirant, etc. Donc, on a Oscar et Sacha qui jouent une grande chasse au trésor à travers le monde pour les plus grands, donc les 3-7 ans, et la famille Biclou qui parcourt le monde à vélo pour les 1-3 ans. Et donc, ces petits héros, on va les suivre et on va suivre leurs aventures avec plein de supports. Donc, le support pour lequel on est le plus connu, c'est l'abonnement au magazine. Donc, tous les mois, nos héros arrivent dans un pays du monde et on les suit avec des histoires, des jeux, des recettes, tout ça. Mais on fait aussi du jouet, même si on en fait un peu moins en plastique recyclé, fabriqué en France, tout ça. On fait des jeux de société, des livres, etc. Donc, beaucoup de produits. On fait du contenu, donc on fait de l'audio type du podcast et on fait aussi un peu d'animation aujourd'hui sur YouTube et demain j'espère sur les écrans. Et puis on tend à faire d'autres projets, soit dans l'expérience, on essaye d'ouvrir des aires de jeu et on fait aussi beaucoup de projets avec des marques qu'on accompagne. Exemple, Petit Bateau veut sensibiliser les enfants au respect de l'eau et donc on va créer des magazines où Oscar et Sacha expliquent l'eau, d'où ça vient, les bons réflexes à avoir à la maison pour faire attention à l'eau. Donc voilà, en fait on est devenu maintenant une pieuvre autour de nos petits héros. Et alors pourquoi vous avez abandonné enfin vous n'avez pas abandonné le jouet, juste vous avez, ce n'est plus le centre des mini-mondes. Écoute, pour la petite histoire, quand on crée un premier jouet, donc on a cette idée, les parents nous disent c'est une super idée, donc là on est tout feu tout flamme, et très vite on se dit ok, si c'est pas les princesses, les pompiers, les bricoleurs, le sujet qui fédère les familles aujourd'hui c'est faire le tour du monde en famille. Et donc on va créer une petite famille qui fait le tour du monde à bord de leur van, on crée un petit playset avec 4 figurines et le van, et on crée le premier jouet juste sur plan, on le pose sur Ulule en disant on va faire le premier jouet en plastique recyclé fabriqué en France, on fait 1000 précommandes en plein milieu de l'été, donc en vrai, à l'époque, pour nous, c'est énorme parce qu'on a que dalle, on n'a pas de budget, on n'a rien, on fait juste des vidéos un peu à l'arrache avec notre iPhone et on arrive à fédérer une communauté, à faire 1000 ventes, on se dit, on tient quelque chose. Donc après, je te passe toutes les contraintes de réussir à produire ça en 6 mois chrono, même si en amont, on avait quand même préparé le terrain. Mais en gros, en décembre, on arrive à faire 3000 ventes de notre jouet et c'est cool. Franchement, c'est énorme. On vend 3000 coffrets, on se dit, on tient quelque chose, ça y est, on tient notre boîte et c'est parti. Et en janvier, on a une gueule de bois qui est dingue parce qu'en fait, t'en vends beaucoup à Noël des jouets, mais en janvier, tu divises par 10 en fait. Et là, on se dit, waouh, s'il faut attendre Noël prochain pour reconnaître, tu vois, un pic, etc., c'est un business qui est ultra saisonnier, avec des investissements lourds, etc. En fait, c'est pas que c'est pas viable. En tout cas, c'est une boîte différente qu'il faut construire. Mais on se sentait pas. Et puis, il y a des gros sujets de financement derrière. Donc, en gros, on se retrouve à brainstormer. Et donc, on revient à ce point de départ qui est de dire, en fait, ce que veulent les parents, en fait, c'est de faire découvrir le monde aux enfants, c'est les valeurs, c'est les histoires. Et donc, on crée le magazine, pensant que le magazine allait être le complément du jouet. Et donc, on se dit, on va être une marque de jouets qui, en plus, propose une extension avec le magazine. Et en fait, l'abonnement au magazine cartonne dès le début. Et il se passe le scénario inverse, c'est que les parents abonnent leurs enfants au magazine et que quand les enfants, en plus, commencent à voir le magazine, leur petit héros, ils disent, ah, mais papa, maman, je veux le jouet. Et donc, en plus, on vend du jouet souvent plutôt à nos abonnés. Et donc, le projet évolue comme ça, finalement, assez naturellement. Enfin, à la fois sous la contrainte et à la fois assez naturellement. Et donc, c'est intéressant parce que, du coup, en préparation de cet épisode, j'ai trouvé ce petit graphique qui m'indiquait que vous étiez autour du top 10 là, des magazines français pour enfants. Et j'ai retrouvé des noms assez marrants. Donc, J'aime lire, Astrapi, Picsou, etc., qui sont des noms qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. Et ils sont tous en récession. Donc, ils perdent tous des abonnés. Vous êtes le seul en croissance. Donc, sur le graphique que tu avais partagé, c'était plus 13%. C'est quoi les caractéristiques de ce marché? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'entrants en fait là-dessus? Est-ce que c'est un bon business? Enfin, vous avez découvert quoi de différent parce qu'à la base vous faisiez du jouet? Écoute, moi ma lecture du sujet, c'est que notre métier nous c'est de faire du divertissement en vrai, et on fait du divertissement pour les enfants. Et donc en fait, nos concurrents c'est pas que l'autre magazine. En fait, notre concurrent c'est t'as du temps libre avec ton gamin et c'est qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et aujourd'hui, la promesse de divertissement, elle est de plus en plus digitale, ou en tout cas, elle est de plus en plus large. Et donc, en fait, nous, notre enjeu, c'est de réussir à capter un moment l'enfant dans sa vie. Donc, c'est sûr que le magazine est challengé avec tout ce qui arrive de tous les côtés. Déjà parce qu'il y a de plus en plus aussi de magazines, il y a des nouveaux acteurs comme nous, on vient un peu challenger les codes, et aussi parce qu'il y a tous les autres divertissements de Netflix et consorts qu'il faut en fait aussi nous qu'on vienne concurrencer. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un business qui est dur, qui est concurrentiel, qui est pas non plus complètement le vent en poupe parce que le print, on revient sur des basiques, le print, etc. Effectivement, on est de plus en plus digitaux. Donc ouais, non, c'est pas une industrie qui est facile, et en même temps nous on est arrivé, je pense, avec
ce qui était cool, c'était de pas le savoir en amont, tu vois. En fait, au début, on s'est pas posé ces questions-là. Nous, on s'est dit, en fait, il y a cette mission de départ de vouloir faire découvrir un monde inspirant aux enfants. C'est quoi les bons supports? Et pour moi, le support, en vrai, c'est qu'un prétexte. Ça peut être le jouet, comme ça peut être le print, comme ça peut être l'audio, comme ça peut être le dessin animé. Et en fait, pourquoi ça a été le papier en abonnement? Je saurais même pas te dire. J'ai l'impression que c'était assez instinctif, en réalité, tu vois. Ça se prêtait bien à raconter des histoires. On voulait qu'il y ait plein de choses. On voulait pouvoir faire rencontrer des familles. On voulait pouvoir faire des recettes, des jeux. En fait, c'est le support assez naturel qui se prêtait bien pour nous. Et ça s'est fait assez naturellement. Je sais même pas s'il y a un pourquoi très rationnel. Et c'était pas mal d'arriver avec une certaine naïveté dans l'industrie. Parce qu'on s'est pas dit, ah mince, c'est un marché qui va peut-être pas très bien ou autre. Même si c'était il y a 3-4 ans. Hein. Donc il y a 3-4 ans, les chiffres étaient peut-être pas les mêmes. Le contexte est aussi encore différent. Mais ouais, on est arrivé avec une naïveté, mais on a amené de la fraîcheur. On a amené de la fraîcheur parce qu'on est arrivé avec du divertissement dans le papier, avec une vraie promesse forte aussi de découverte du monde qui n'existait pas, avec des héros aussi, je pense, qui nous correspondent. Quand je dis nous, c'est un peu les jeunes parents. Et donc ouais, on arrive avec cette fraîcheur, on a réussi à faire notre petite place. Maintenant, ça commence à être une belle place dans l'industrie. Et donc, t'es arrivé avec un petit peu la suite d'outils des NVB, donc acquisition Meta, Google, etc. Tu peux nous raconter un peu comment est-ce que vous avez abordé ça? Ouais, ma première acquisition, franchement, c'était une acquisition authentique iPhone. Et en vrai, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais notre précommande des 1000 jouets, par exemple, elle s'est faite grâce à LinkedIn. Et franchement, que des vidéos iPhone pour dire on est des jeunes entrepreneurs, on a ce chiffre de départ, on a identifié le plastique recyclé, la fabrication en France, suivez-nous. Et en gros, la précommande, je pense que le jouet pour beaucoup était qu'un prétexte. En fait, il soutenait aussi une démarche, tu vois. Donc on a beaucoup, et ça nous a suivi très longtemps. Et d'ailleurs, on a un moment perdu un peu ça, et je l'ai regretté, tu vois, parce que je pense qu'en fait, ça, c'est un des vrais assets forts de la marque et qu'il faut pas perdre. Mais en tout cas, on a commencé vraiment là-dessus, et quasiment la première année. Et puis après, on était à l'époque du Facebook Ads où tout était facile et merveilleux. Donc franchement, on a quasiment fait que ça pendant encore quelques mois. Et puis comme toute boîte qui grandit, en fait, finalement, je trouve que progressivement, on a élargi le scope. C'est-à-dire que il y a eu Facebook, et puis il y a eu Google, et puis on a commencé à investir plus sur les SEO. Et puis il y avait de l'influence, on y allait, et puis on se ratait, parfois on réussissait, on revenait. Enfin bref, on jouait un peu avec tout ça. L'affiliation, bref, on a commencé à être très 360 pour pas être dépendant d'un levier. Aussi parce qu'il y a des leviers qui avaient beaucoup moins de succès qu'ils ont eu un moment. Enfin, vous connaissez bien les sujets, notamment sur Meta, où j'ai vu mon CAC à un moment quadrupler sur un fameux mois. Donc ouais, il a fallu se réinventer. Mais on a construit aussi maintenant un maillage beaucoup plus large. Et avec en toile de fond, le sujet, moi en tout cas, qui m'obsède et qui m'obsède toujours, c'est comment en réalité je pourrais demain être quasi que organique. En tout cas, évidemment, c'est mon rêve, mais c'est comment j'arrive à utiliser mon budget marketing en mettant tout dans du super contenu et en espérant que la viralité fasse le reste. Donc en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye en parallèle de mener comme combat pour être le plus naturel, le plus spontané possible et le moins acquisition payant dépendant. Ok. Et en acquisition payant, vous avez quoi comme levier actif aujourd'hui? Et en quelle proportion? Écoute, la proportion sur une base 100, je pense que Google et Meta représentent 70% au moins quand même de nos dépenses. Et après, écoute, c'est tous les leviers un peu autres annexes, en sachant que ça varie, tu vois, ça fluctue. On teste beaucoup, on itère, on se foire parfois on fonctionne bien. Moi, ce que j'aime bien, ce sujet-là, en plus, de toute façon, il y a des experts maintenant à nos côtés, tu vois, ils ont une base 100 et en fait, je sais qu'ils savent ventiler quand il faut, investir où il faut, tester quand il faut, etc. Moi, par contre, l'enveloppe qui m'intéresse beaucoup, c'est mon enveloppe entre cette enveloppe d'acquisition payante qui est en réalité incontournable pour des boîtes comme nous parce que en fait il faut que ça tourne, il faut qu'on soit rentable, il faut faire vivre une boîte d'une petite quinzaine de personnes, donc en fait il faut que ça tourne et c'est la clé. Mais moi l'enveloppe que j'essaye beaucoup de changer, c'est quelle proportion je peux garder pour faire du marketing, de l'engagement, de la créativité autour de la brand, etc. L'exemple en date là qui est d'actualité, c'est la 2e édition des Clés du Van. Les Clés du Van, c'est je pense l'opération à laquelle je suis le plus fier depuis qu'on a créé l'aventure, c'est on met à dispo un van. Donc pas le van jouet, cette fois un vrai van qu'on met complètement aux couleurs des mini-mondes comme si c'était le petit jouet, mais grandeur nature, et qu'on met à dispo gratuitement des familles pendant 2-3 mois. Et donc les familles le réservent pendant 3-4 nuits. La seule contrainte, c'est d'avoir des gamins et de partir avec eux. Et ils partent avec leurs gamins à bord du van les mini-mondes et ils explorent, je sais pas, la Bretagne, le Pays de la Loire, les châteaux de la Loire, où ils vont où ils veulent. Et ça m'éclate
Derrière, il y a un petit livre de mission à l'intérieur où les familles doivent juste nous envoyer des petites photos, faire un petit reels quand ils peuvent. Enfin, ça, c'est le marketing qui, moi, m'anime et que j'adore. Et du coup, mon enjeu, c'est de réussir à avoir une acquisition payante la plus saine possible pour pouvoir libérer le plus de budget, en vrai, pour faire ça. Parce que tu vois, moi, de me dire que mon budget marketing, il sert à faire rêver des familles et qu'après, évidemment, je peux en faire du contenu, je peux en faire des vidéos, je peux interroger les familles, tu vois, je peux faire du contenu de ça. Mais à la base, ça part d'un contenu qui est super puissant, tu vois. Donc ça, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Et typiquement, cette opération-là, Ouais. c'est une opération qui est rentable d'un point de vue acquisition client ou pas du tout? Comment vous ventilez les deux? Parce que c'est bien de faire des projets créatifs, mais si tu retires du budget qui te rapporte de l'argent. Je suis d'accord. Le postulat de départ, c'est de dire on veut être une marque forte, mais une marque qui dure déjà, tu vois. Et je suis convaincu qu'une marque qui dure, c'est pas une marque qui met que la pression pour acheter, tu vois, avec le ROI court terme, en fait, est destructeur long terme, tu vois. Ça, c'est un postulat de départ. En vrai, ça se trouve, c'est philosophique. Je sais pas à quel point les études le confirment, même si j'en ai lu quelques-unes qui disent qu'en fait, il y a tout intérêt quand même à garder toujours une enveloppe sur la brand. Mais donc ça, c'est le postulat de départ. Et après. Comment est-ce qu'on peut définir c'est quoi une enveloppe brand? Qu'est-ce que tu... Ouais, écoute, moi, j'oppose marketing de la performance à brand marketing, tu vois. Et donc, pour moi, mon marketing de la performance, concrètement, si je sais que je dépense X, je regarde le nombre de clients que j'ai eu, tu vois, concrètement, tu vois. C'est-à-dire, tout l'investissement que je fais, c'est pour dire aux familles, abonnez-vous, ce magazine est génial, etc., tu vois. Et j'ai besoin de ce marketing, tu vois. C'est ce marketing qui fait quand même que j'ai X milliers d'abonnés par mois, etc., tu vois. Ça, c'est mon vrai marketing de la performance. Pour moi, mon brand marketing, en tout cas, cette enveloppe qu'on a pour nous, c'est un marketing qui est décomplexé, sur lequel je me mets aucun objectif ça va me faire X de nombre de nouveaux clients. En vrai, j'en sais rien. Et en plus, je pense même que je peux pas le traquer. Parce que qui me dit que quelqu'un a croisé le van sur la route et finalement a été sur le site, ou alors entre-temps a été sur nos pubs, nos réseaux sociaux. En vrai, j'arrive pas, et je perds pas beaucoup de temps non plus à essayer de traquer ce parcours-là. J'essaye pas de me dire à quel point l'attribution est réelle. En tout cas, ce que je me dis, c'est cette opération-là, les métriques que je suis, c'est mes taux d'engagement sur les posts que je fais, c'est combien j'ai d'inscrits, par exemple, pour les clés du van. C'est autant de contacts que je récupère de famille. Tu vois, là, on a eu 7000 inscrits sur cette édition. Disons que les 2 tiers, c'était des non-clients et 1 tiers, c'était des clients. Ça veut quand même dire que, tu vois, ça, c'est X milliers de nouveaux contacts que je vais avoir. Peut-être que c'est des gens qui vont venir après s'abonner, etc. Je regarde mes taux d'engagement, je regarde le nombre d'articles que je vais avoir, d'articles de presse. Parfois, je suis invité aussi pour en parler Donc, en fait, ça m'amène plein de choses. In fine, je sais pas exactement combien de nouveaux clients, tu vois. Mais je pense que ça nourrit la marque, tu vois. Comment tu le priorises quand tu fais tes budgets? C'est au doigt mouillé. Ouais, c'est chaud. En fait, ce qui est dur, au fond de toi, en termes de philosophie, tu as envie de mettre 100% là-dessus. Et la réalité, c'est que tu peux absolument pas mettre 100% là-dessus parce qu'il y a des réalités de marque. Donc, je pense que ça dépend on crée d'abord le budget sur ce qu'il faut faire, tu vois, pour que ça tourne, etc. Et après, écoute, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Le contexte, si t'es dans un mois où tu surperformes, où tu sens que t'as une bonne énergie, où tu sens que tes métriques sont bons, si tu peux te mettre une enveloppe là-dessus, tu le fais. Si à l'inverse, t'es un peu dans le dur, etc., que tu dois sécuriser, peut-être qu'il y a un projet là-dessus que tu vas mettre en stand-by. Ça dépend de plein de choses, mais il y a une grosse part d'instinct dans ce pilotage-là. Ouais. En vrai, on a une boîte aussi instinctive là-dessus. Mais c'est ça que je trouve extrêmement dur, parce que je me mets dans la position d'agent. Si tu devais conseiller en fait quelqu'un comme ça, c'est dur parce que t'as quand même un postulat de base, c'est quand quelque chose fonctionne, t'essaies de mettre le plus possible dedans jusqu'à ce que ça sature. Ouais. Et toi, tu dis en fait que justement quand t'es dans un bon mois et que ça marche bien, top, je me prends une petite enveloppe et je vais aller faire. Parce que vous avez cet enjeu de construire la marque qui est très compliqué à mesurer en fait Vous avez des indicateurs qui montrent que vous progressez dans la direction de construire vraiment une IP puissante. Ouais. En fait, nous, ce qu'on suit typiquement dans les marqueurs d'IP, t'as la notoriété de l'IP, par exemple, et la désirabilité de ton IP. Donc, il y a des études, justement, qui viennent suivre les IP, les monitorer, etc., pour voir à quel point le travail qu'on fait paye, tu vois. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui que la notoriété des mini-mondes, auprès des familles qui ont des enfants de moins de 7 ans, c'est en gros une famille sur 5 connaît les mini-mondes, tu vois. C'est fat quand même, en France. De pouvoir se dire ça. Et ça commence à être, ça commence à être beau. Et donc, on a comme ça quelques indicateurs qui nous aident. Enfin, à un moment, moi, sur le marketing, chacun a ses partis pris, tu vois, effectivement. Moi, mon parti pris fort, il est d'assumer ça, tu vois. Il est d'assumer qu'on se garde un moment une part de notre budget marketing pour faire rêver notre communauté, pour l'engager, pour faire des projets auxquels on croit sincèrement. Et j'ai cette conviction que quand on le relaie, etc., ça contribue au bien-être de la marque dans le long terme, tu vois. Et que peut-être que mon CAC, qui est Dix sur mon marketing de la performance, si finalement on n'avait pas fait tout ça, des opérations comme les clés du van ou comme les rêves d'un enfant le mois d'avant, on prenait un enfant de la communauté, on a sondé, en fait, en gros, on a pris toutes les familles de la communauté, on a envoyé un sondage pour dire c'est quoi le rêve de votre enfant. On en a reçu, je sais pas, 4-5 000, et on en a gardé un, c'était faire un tour en montgolfière au-dessus des châteaux de la Loire. Et donc, on prend cette famille et du coup, on les emmène vraiment faire le rêve de leurs enfants. C'était un enfant qui avait demandé ça? Ouais, c'est un enfant qui avait demandé ça. Ouais, grave, on a fait un premier tirage au sort, etc. Tac, tac, on tombe sur ce rêve. Ok, on le met en place et on le fait.
Ouais, t'as raison. Peut-être que en vrai, les 1 000 € d'opération, si je mets 1 000 € sur Meta, je fais X de ventes. Mais en fait, tu vois, moi, je me dis, cette vidéo-là, on en parle à la communauté et je suis sûr aussi que les parents parlent de notre marque à d'autres parents. Enfin, tu vois, je crois profondément à ça. Je peux pas le traquer exactement, mais c'est un parti pris, en vrai. Ouais, je me posais des questions vraiment sur le process de décision, en fait, le comportement d'achat des gens des parents du coup qui achètent, qui choisissent un abonnement pour leurs enfants. Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous savez comment ça se fait? On l'a étudié et d'ailleurs, souvent, une des erreurs, c'est qu'on pense beaucoup aux parents qui abonnent leurs enfants, alors qu'en vrai, le parcours, il est plus complexe parce que tu as beaucoup d'achats cadeaux déjà. Tu vois, déjà au début, quand tu pouvais abonner tes enfants sur le site des Mini-Mondes, c'était j'abonne mon enfant. En fait, maintenant, c'est plutôt j'abonne mon enfant ou j'offre un abonnement parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de grands-parents, de parrains, de marraines. En fait, tu vois, du coup, il y a beaucoup déjà c'est vrai, moi j'ai déjà reçu l'abonnement cadeau. L'abonnement cadeau, c'est ouais. quasiment un tiers de notre abonnement. Donc, ça veut dire déjà, t'as pas que des parents. Et donc, évidemment, après, t'as les parents. Mais en tout cas, déjà, là-dessus, pour nous, c'était important. Et puis, en plus, t'as les tranches d'âge. Après, c'est pas forcément le même motivation et driver d'achat entre un enfant de 1-3 ans et un enfant de 3-7 ans, tu vois. 1-3 ans, nous, c'est vraiment de l'initiation, c'est de l'exploration. L'enfant, c'est la curiosité, mais en réalité, enfin, moi, j'ai une petite qui a maintenant 3 ans, donc je l'ai vécu ce parcours d'abonnement avec elle. Au début, elle se dit pas, tiens, je vais découvrir la Croatie à 2 ans, tu vois. À 2 ans, par contre, ce qui l'intéresse, c'est de découvrir qu'il y a des animaux qui sont complètement différents aux 4 coins du monde. Et nous, le prétexte, c'est de parler de ces animaux justement à travers le magazine, tu vois. Donc, t'adaptes aussi ton contenu. Donc, t'as l'initiation pour les 1-3 ans et pour les 3, 4, 5, 6 ans, là, tu commences à t'amuser aussi sur la découverte du monde parce que tout ça devient concret pour les enfants. Et donc, effectivement, les aspirations aussi des parents changent un petit peu au gré des âges, tu vois. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on a essayé de suivre aussi assez finement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est je pense que le lieu commun, c'est que les parents ont aussi envie un peu de se faire plaisir dans cette expérience. Et nous, c'est ce qu'on a compris, c'est que on a un lien très fort aussi avec les parents, en réalité, parce que je pense qu'ils prennent tout autant plaisir parfois à parcourir un magazine Les Mini-Mondes où ils sont en Croatie, au Sénégal, en Tanzanie ou je sais pas, parce que pour eux, c'est aussi une inspiration au voyage. Et c'est pour ça qu'on croit beaucoup, nous, à la vraie vie dans ce qu'on a créé. C'est qu'en fait, tout ce qu'on crée dans la fiction, en vrai, le but, c'est de mettre les familles en mouvement et de se dire, tiens, on va le faire. Tu vois, on avait lancé un podcast qui s'appelle Le Monde en famille où justement j'étais rencontré des familles qui avaient fait des projets de dingue avec leurs enfants, qui plaquent tout, qui mettent en stand-by leur vie pendant 3, 6, 1 an, tu vois, et qui se disent, OK, on va prendre, je sais pas, un van, ou alors il y a une famille qui avait fait le tour du Québec, je vais parler pour eux, mais Québec, Canada, États-Unis en vélo avec 2 gosses. Et qui savaient pas où ils dormaient le soir. Enfin, moi, j'ai une petite de 3 ans. En vrai, je me rends compte à quel point c'est dingue, tu vois. Et en vrai, du coup, moi, j'ai aussi envie que les Mini-Mondes, ça serve à ce genre de projet, tu vois, d'initiative. Et c'est pour ça que le lien avec le parent est dingue. D'accord. Et alors, du coup, juste pour revenir sur le parcours d'achat, en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte quand vous construisez votre stratégie marketing à l'année? Genre, aujourd'hui, où est-ce qu'il commence? Comment est-ce que tu entends parler la première fois d'un magazine? Est-ce que quelle est la part du bouche-oreille? Je me demande beaucoup parce que tu vois, j'aime lire les Astrapi et tout, etc. Je me dis, mais comment ils ont un tel monopole? Est-ce que c'est... Ouais, en sachant que nous, en plus, on est direct to consumer quasi uniquement. Ouais. Et on n'est pas présent en plus en kiosque, qui est une difficulté. Je sais pas si c'est une difficulté qu'on se rajoute. En tout cas, c'est un modèle qui aujourd'hui nous correspond pas parce que je pense qu'on n'est pas organisé pour. À la rigueur, on pourrait le faire, mais aussi parce que il faut imprimer 4, 5, 6 magazines pour en vendre 2. Et qu'est-ce que tu fais de ce que tu récupères et que tu vends pas? Enfin, tout ça, on était moins à l'aise. Donc nous, effectivement, en plus, on est que direct to consumer. Donc effectivement, ça peut être une difficulté de plus en plus pour s'imposer parce que tes magazines, tu les achètes beaucoup, je sais pas moi, à la gare, quand justement tu vas prendre un train et que tu veux occuper ton petit sur 2 heures de trajet, tu vois. Donc nous, en plus, on est uniquement en direct to consumer, donc ça aide pas. Donc oui, on essaie de décomposer le parcours d'achat, de comprendre comment on arrive à les abonner. Donc il y a la quote-part de l'organique, c'est grâce à tout ce qu'on fait, je pense. Et après, tu as effectivement tous nos leviers d'acquisition assez classiques. Et en sachant qu'un vrai combat aussi pour nous, c'est que les abonnés restent. Parce qu'un abonné, il y a plusieurs formules d'abonnement, tu vois, mais en moyenne, il reste plus d'1 an et demi avec nous. Donc il reste longtemps, en fait. C'est-à-dire qu'on l'accompagne quand même un moment, le gamin. Donc oui, on suit tout de A à Z sur le cycle. Et c'est quoi les raisons de désabonnement de quelqu'un? De désabonnement? Ouais. Il y a la première raison de désabonnement, c'est l'abonnement cadeau. Ce qui est une force et une faiblesse. Parce que quand tu abonnes un cadeau, le fait d'avoir lancé typiquement l'abonnement cadeau et tout, effectivement, on ouvre un public plus large. Les grands-parents, les potes, etc. C'est une bonne idée de cadeau. Je suis objectif quand je dis ça. Mais tu vois, tu fais un cadeau qui a du sens, etc. Mais par contre, quand tu l'abonnes par exemple pour 1 an, si toi t'abonnes, si j'abonne ma filleule, j'ai peut-être pas envie de l'abonner 2 ans. Tu vois, j'ai fait un cadeau à Noël. Et donc ça, c'est l'abonnement cadeau. Et en fait, la bascule après, que le parent après se réabonne, tu perds du monde en route, en vrai.
Donc, tu as l'abonnement cadeau qui est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'enfant grandit et passe sur d'autres héros. Et nous, on vit bien avec ça. Enfin, nous, notre lecture de ce qu'on fait, c'est Oscar et Sacha, par exemple, pour les 3, 4, 5 ans, ou la famille Biclou, ça va t'accompagner sur un moment de vie, tu vois. Et on va t'apprendre des choses et tu vas découvrir le monde avec nous. Et ce moment de vie, il va durer 1 an et demi et c'est déjà très bien. Et après, c'est logique que peut-être que l'enfant il va avoir 6, 7 ans et il va aspirer à quelque chose qui lui correspond peut-être plus. Et peut-être qu'à un moment, il va tendre vers les Marvel ou autre. Et c'est normal, tu vois. Nous, on n'a pas vocation à l'accompagner toute sa vie, l'enfant, même si on aimerait. On est à un moment de vie. Par contre, on veut que ce moment de vie soit intense, qu'il soit très 360. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire du publishing, mais aussi de l'expérience, mais aussi tout ça. Tu vois, par exemple, on a lancé aussi une appli qui permet aux familles de la communauté de jouer une grande chasse au trésor dans le monde entier. Et c'est vraiment dans cette projection justement de la fiction qui t'emmène aussi dans la vraie vie. Et donc là, le principe, c'est une appli complètement gratuite. C'est juste de dire aux parents, vous créez un trésor, vous allez le cacher et vous cherchez ceux de vos potes. Pourquoi ? Parce qu'on a justement envie que les parents découvrent le vrai monde pour de vrai. Et donc, tu vois, on essaye de créer des expériences qui sont le prolongement du magazine. Okay. Et donc, tu vois, dans cette même lignée de ce qu'on se disait, tu vois, c'est la relation peut durer 1 an et demi, mais par contre, on a envie qu'elle soit pleine et qu'elle soit tournée vers l'extérieur, pas que devant les écrans. Enfin, les écrans, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les enfants. Les enfants de 3 ans, ils passent 1h30, 2 heures par semaine sur les écrans. Tu vois, nous, on a vraiment envie d'essayer de prendre le contre-pied de tout ça et de revenir aux choses simples. Un magazine, une chasse au trésor dehors, enfin, tu vois, des trucs auxquels on croit. Ok, parce que ça me fait penser à, du coup, une des questions que je te posais au début qui est d'avoir voulu changer du jouet, aller directement sur l'abonnement papier pour construire une IP. Après, moi, j'ai mon billet de créateur de contenu où je me suis dit, je vais tartiner YouTube. Ouais. Et en fait, on en parlait juste avant de démarrer les caméras. Ouais. C'est un média qui est très cher quand on fait de l'animation. Ouais, je pense qu'en réalité, quand tu vois le monde un peu des IP, effectivement, t'as ce qu'on appelle nous les cadors, mais tu vois, t'as ceux qui sont là depuis 20 ans que tout le monde connaît, on en parlait, Pokémon, Patrick, etc. Et après, en réalité, dans les nouveaux entrants, t'as beaucoup de nouveaux entrants qui sont issus des grosses prods, tu vois, donc soit des gros studios, Bluey qui arrive avec la BBC ou Gaby qui arrive avec DreamWorks, etc. Nous, on va pas lutter comme ça. Mais après, par contre, dans les nouvelles IP émergentes, t'en as pas 50 qui arrivent. En fait, c'est assez compliqué de se faire sa place. Et je pense que l'animation est un vrai sujet parce que il faut de l'animation à un moment si tu veux quand même, notamment pouvoir devenir global. Tu vois, si à un moment tu veux pouvoir faire en sorte que ton IP soit connu aux US, en France et en Italie, ce qui voyage le mieux, c'est l'animation. Donc il faut de l'animation. Mais pour faire l'animation, tu as 2 sujets. Tu as soit de vendre ta série animée à un diffuseur. Et donc ça, c'est le sujet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an. Et j'ai de bon espoir que dans 2-3 ans, sur les écrans, il y ait une autre série animée. Mais c'est des temps qui sont très longs. Et après, il y a YouTube. Et YouTube, c'est formidable. Mais YouTube, nous, on veut faire du contenu de qualité. Et donc du contenu de qualité, c'est vite 4 000 € la minute. Donc 4 000 € la minute, on va pas faut le financer. Et comment tu le finances Qu'est-ce qui coûte cher du coup dans... Écoute, je pense que l'IA va complètement bousculer les codes et les règles du jeu et la manière de concevoir de l'animation. Mais aujourd'hui, concevoir de l'animation, c'est quand même en vrai très traditionnel. Tu vois, nous, on a fait des tests, on a fait des cycles d'animation, des petits dessins animés et sur des formats courts. En fait, tu te rends compte que c'est quand même très manuel. En fait, tu vois, c'est des gars derrière qui bossent pour chaque détail, chaque sourire, etc. Et que les premiers tests qu'on faisait, on a fait un premier test qui s'appelait Les Bobards d'Oscar. C'était une petite web série, 5 épisodes où notre petit héros Oscar racontait des périples à travers le monde, mais dans les yeux d'un enfant de 4 ans, et donc en fait il enjolivait tout et il racontait des bobards. Et pour faire cette minute, au début notre animateur il mettait quasi 1 semaine de taf pour faire 1 minute d'animation, tu vois. Et donc c'est du taf, et donc c'est beaucoup de taf. Et puis nous aussi on doit progresser derrière, c'est-à-dire on doit avoir de plus en plus d'assets à fournir pour pas créer à chaque fois, je sais pas moi, l'élément de décor qui manque, tu vois. Il faut qu'on ait une grosse bibliothèque nous aussi derrière. Donc en fait, aujourd'hui, ça coûte cher de faire de l'animation. Et si tu veux faire en plus de la bonne animation. Parce que toujours dans cette logique de créer une IP inspirante, c'est que tu te rajoutes quasiment des contraintes à chaque fois. Mais nous, c'est le jeu qu'on accepte. C'est-à-dire que c'est plus dur de créer une IP connue quand tu veux faire du bon contenu qui apporte un peu de valeur pédagogique. C'est peut-être parfois plus facile de faire du contenu un peu facile où tu tires sur les ficelles qui vont plaire à un gamin de 3 ans, mais nous, on n'a pas envie de faire ça. Comme c'est plus facile demain, si on faisait du jouet peut-être dans d'autres pays ou autres, ce serait peut-être plus facile que de le faire en France en plastique recyclé. Tu vois, tu te rajoutes à chaque fois des contraintes. Et nous, l'animation, on a aussi rajouté une contrainte, c'est que on n'a pas envie que les gamins passent 2 heures devant un écran par jour, tu vois. Donc, c'est pas nous, tu vois, c'est pas le but. Et donc, on a créé le pitch de la série animée qu'on défend auprès des diffuseurs, c'est 12 minutes d'écran, 2 heures dehors. Le principe, c'est que tu vas regarder tes héros Oscar et Sacha qui jouent à une grande chasse au trésor à travers le monde dans chaque épisode. Et à la fin de chaque épisode, on va dire aux enfants, OK, vous avez vu Oscar et Sacha jouer, maintenant c'est à vous de jouer. Vous téléchargez l'appli, vous allez créer un trésor, vous aussi, le cacher comme le grand-père et aller chercher ceux de vos potes comme vos héros préférés. Et donc, on se dit, on crée un épisode où les gamins, en fait, ils regardent un tout petit peu d'écran, mais en fait, le seul but, c'est d'aller jouer dehors. Mais le diffuseur, il a cet intérêt, comme toi, à faire sortir les enfants ? En réalité, moins, tu vois. Ouais. En réalité, moins. Mais nous, c'est ce en quoi on croit. Et
tu vois, on se dit, tu vois, il faut avoir des convictions fortes quand tu crées du contenu. Et nous, notre conviction, c'est de se dire, on le fait parce qu'on pense que ça va dans le bon sens pour les enfants, tu vois. Et donc, et pour les familles et tout ça. Et donc, ouais, en vrai, peut-être qu'on s'ajoute des difficultés, tu vois. C'est possible. En même temps, on se différencie aussi comme ça, tu vois, je pense. Mais ouais, on va au bout. En tout cas, on essaie d'être des jusqu'au boutistes de notre démarche, d'être ultra cohérent. Et le support, on joue avec tous les supports, mais par contre, toujours dans l'esprit mini-monde, tu vois. D'accord. Et quand tu dis diffuseur, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, mais c'est des chaînes de télé? Ouais, TF1, France Télé, ou ça peut être Netflix, les plateformes, etc. Mais le schéma de vendre ta série animée, c'est... nous, on a écrit notre série animée, tu vois. On est aussi co-auteur avec Marine de la série animée. On y a mis toutes nos tripes, etc., toutes nos convictions, avec justement en plus cette envie d'emmener les gamins dehors et tout. Et après, tu vas avec ton bâton de pèlerin et tu vas voir tous les diffuseurs, tu vois. Parfois, ça colle pas. Parfois, c'est éloigné de leur ligne édito. Parfois, ils ont un programme qui est trop proche et c'est pas le moment. Il y a plein de raisons. Mais parfois aussi, tu sens que t'es dans le vrai. Mais il faut itérer sur ton concept. Il faut trouver peut-être parfois plus de fun. Parfois, il faut trouver une mécanique plus simple pour l'enfant. Parfois, enfin, il faut travailler ton format. Maintenant, on a de la chance. On a un coproducteur qui est à nos côtés, là, qui arrive sur le projet et qui va nous aider justement à gagner en efficacité, en temps pour vraiment être dans le vrai. Mais ouais, c'est du taf. C'est du taf. Qu'est-ce qui va regarder un diffuseur pour sélectionner un dessin animé à mettre sur sa chaîne? Déjà, la démarche est très très longue. On en parlait avant, ça prend plusieurs années. Bah, en fait, oui, parce que lui, en réalité, il envoie beaucoup des gars comme moi, enfin des gars avec des projets parfois beaucoup plus connus, qui sont déjà à la saison 4, à la saison 5. Il voit des nouveaux entrants, il voit des projets. Enfin, donc lui, il y a de la concurrence. Enfin, il y a beaucoup de gens qui lui présentent des projets. Donc après, pourquoi toi et pas une autre? Ils ont des comités, donc il y a plusieurs regards différents. Ils ont un enjeu de cohérence de ligne édito, ils ont un enjeu de maillage de tranche d'âge. Ils ont un enjeu d'audience, donc il faut prendre des valeurs sûres, et ils ont un enjeu de réglementation. Ils doivent soutenir aussi les productions françaises en partie. Donc en fait, eux aussi, leur grille de lecture, elle est complexe. Et toi, il faut réussir à te faire ta place dans cette industrie-là. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est long, c'est dur. Mais moi, j'ai une conviction absolue, c'est que l'IP et les IP qu'on est en train de créer, elles correspondent totalement à ce qu'attendent maintenant les nouvelles générations de parents, tu vois. Et on le rencontre et on le voit avec la croissance qu'on a, etc. On est dans le vrai, tu vois. Et donc, quand t'es dans le vrai, il y a un moment, en retravaillant, etc., un moment, ça va passer, on aura notre série. Et tu vois, ça va dans le bon sens. Donc, tu vois, ce qu'on faisait qui était un peu déjà peut-être plus atypique il y a 3-4 ans, en vrai, déjà maintenant, ça devient beaucoup plus commun. Et je pense que si j'avais pitché ma série il y a 4 ans de, 12 minutes d'écran pour aller jouer 2 heures dehors, je pense que ça paraissait complètement farfelu. Là, en vrai, on est bien reçu. C'est un projet qui se défend, qui se comprend, qui est différent. Enfin, tu vois, donc je pense que ça va dans le bon sens. Donc, alors, c'est le Graal pour vous. Quand tu atteins un diffuseur, écoute, c'est ce qui permet d'avoir le plus de diffusion. Oui, je sais pas si c'est le Graal. En tout cas, il y a des marches à un moment, je trouve, dans ton développement. Tu vois, l'abonnement a été pour nous une vraie marche parce qu'on a beaucoup accéléré, la diversification, tout ça, ça a été une vraie première marche. Maintenant, c'est vrai que si tu veux franchir une autre vraie grande marche, l'animation est un vrai sujet. Et je pense que ce serait un accélérateur en France, c'est sûr. Mais je crois beaucoup que la marche, elle joue surtout à l'international. C'est qu'aujourd'hui, quand tu es une DNVB, l'international, c'est un vrai sujet. Et je pense que chacun a sa méthode pour aller à l'international. Nous, on a un moment beaucoup regardé. On s'est dit, OK, on va traduire nos contenus. On va commencer à lancer le magazine, je sais pas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Et c'est vrai qu'on est quand même toujours un peu frileux. Pourquoi ? En fait, on est dans des moments où, pour l'industrie, il faut être très rationnel dans tes dépenses. On sait que le monde du financement est plus prudent. Tout est plus prudent. Donc, en fait, en vrai, on est dans des moments où il faut pas se planter. Si tu veux pas te planter, il faut faire les bons choix. Et donc, il faut être sûr de toi. L'international, si tu y vas, je pense que tu peux pas y aller comme ça, mettre juste une petite pièce et voir. Enfin, soit tu y vas ou tu y vas pas. Et donc, en réalité, nous, on avait 2 schémas. On avait soit d'y aller franco et de prendre le risque d'y aller, soit de se dire, finalement, on attend 2 ans. On essaye de vendre notre série animée en France et donc d'avoir aussi parce que ta série animée, elle est jamais vendue qu'en France. C'est-à-dire que pour qu'elle soit financée, il faut au moins qu'il y ait 2-3 diffuseurs. Donc, c'est-à-dire que tu as au moins France, je sais pas, imaginons, Italie et je sais pas où. Si demain, on a la garantie d'avoir en plus une série en Italie, moi, je suis beaucoup plus confiant d'aller en plus avec mon magazine en Italie parce que je pars pas de rien, en fait. Je pars déjà avec une diffusion sur les écrans, etc. Et donc, voilà, en tout cas, en termes de tempo, nous, on s'est dit l'international, on va plutôt le voir comme ça. On va d'abord mettre nos investissements sur une série animée, essayer de la vendre en France et international. Et les pays qui vont nous faire confiance, c'est là où en plus on va soutenir avec du développement produit. C'est un parti pris, on aurait pu faire différemment. Mais... D'accord, mais parce qu'en fait, dans un business model où tu as une IP, ce qui te fait gagner de l'argent, c'est pas l'argent que va te donner France Télé pour t'acheter ta série. Enfin, j'imagine que ça va être une rentrée d'argent intéressante, mais c'est derrière tout ce que tu as construit autour. Et j'ai beaucoup en tête. Ouais. C'est un truc que tu dois connaître, tu sais, le diagramme Disney là. Bah ouais, qui est incroyable. Il explique comment c'est celui qu'on a au-dessus de notre lit. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et tout. En fait, la réalité, oui, c'est ça, c'est que quand tu construis
Et encore, tous les modèles sont différents. Nous, notre modèle, c'est effectivement, il y a plusieurs jambes. Il y a la série animée qui est quand même une ligne de revenus et qui est quand même pas négligeable, tu vois, notamment si tu la vends dans plusieurs pays du monde et que tu commences à avoir des saisons 2, des saisons 3, des saisons 4, c'est pas négligeable. Donc, en tout cas, ça, c'est une BU pour nous. Effectivement, t'as la deuxième, nous, ce serait l'abonnement. Et donc, l'abonnement au magazine. Normalement, si t'as une série animée qui est diffusée dans plein de pays du monde, t'as des familles qui vont s'abonner et via la série animée, tu vois. Donc, Mais, ça, c'est ce qu'on. mais pourquoi j'aime lire Astrapi, ils l'ont pas fait ça? Ils l'ont déjà fait? Ah, mais t'as beaucoup de magazines aussi qui ont, tu vois, Bluey a son magazine. Enfin, tu vois, il y a aussi beaucoup d'IP qui ont leur magazine. Ouais, ouais. Genre là, si on prend du coup dans le top 10 autour de vous, lesquels ont fait la même stratégie? T'en as plusieurs. Et en fait, t'as aussi du multi-héros, par exemple. T'as un héros, je sais pas moi, par exemple, Sam Sam, qui doit être dans, peut-être pas dire une bêtise, mais qui est dans une revue. Le nom m'échappe, mais ils ont une série animée et ils sont aussi dans un magazine, mais c'est juste qu'il y a 3-4 héros qui sont mélangés. Donc, ah oui, ok. Ouais, parfois c'est du multi-héros dans les magazines. Donc nous, effectivement, l'abonnement, on pense qu'il va en bénéficier. Et puis après, t'as effectivement tout ce qui est, nous, on est une partie des produits qu'on fait nous-mêmes. Par exemple, les puzzles, etc., c'est des produits qu'on fait nous-mêmes. Mais t'as aussi après tout le licensing. C'est des gens qui vont faire des produits du coup pour toi parce qu'ils savent que du coup, ils vont en vendre plus parce que t'as une série animée qui vont te donner des royautés. Donc c'est vrai qu'une fois que t'as une série animée, c'est quand même un énorme accélérateur pour ton business. Et donc normalement, après, tu peux multiplier les projets avec des produits que tu vas faire toi et que tu vas vendre plus sur ton site, et aussi avec des projets que tu vas faire en licensing et qui vont être vendus par des tiers et sur lesquels tu vas percevoir des royautés. Ok. Ce que je me demandais en fait, aujourd'hui, tu prends les IP les plus puissantes, genre Disney, je sais pas ils doivent certainement en avoir en fait maintenant des magazines en abonnement. Est-ce qu'ils en commercialisent? Ouais. Et c'est pas le gros de la monétisation d'une IP, non? En fait, le schéma d'une IP vraiment classique, c'est eux, ils partent vraiment d'un modèle audiovisuel centrique, disons, tu vois. Donc en gros, tu as une IP, tu fais un dessin animé, une fois que ton dessin animé est diffusé, tu vas voir tous les partenaires du monde entier et sur tous les supports du monde entier, un gars qui fait des mugs, comme un gars qui fait des peluches, comme un gars qui fait des magazines, et ils s'emparent de ton IP, ils font un produit avec ça et ils te donnent des royautés. Ça, c'est le modèle qui est complètement classique. Et d'ailleurs, ils n'ont pas toute cette ADN DNVB direct to consumer, etc. Nous, on a vraiment un business model qui est vraiment ovni dans l'industrie des IP parce qu'en plus, on est en direct to consumer et avec des produits qu'on fait parfois nous-mêmes ou en licensing. Ça veut dire que nous, en fait, on a notre IP, même schéma, avec des valeurs sûrement un peu plus modernes, mais en tout cas, on a notre IP. Et du coup, après, il y a tous les produits qu'on fait nous-mêmes, donc l'abonnement, les jouets, les puzzles, tout ça, et qui sont vendus sur notre site en direct to consumer. Et il y a des produits, mais maintenant, on commence à faire du licensing. Par exemple, les livres, il y a des livres qui sont pas faits par nous, qui sont faits par des partenaires, et donc du coup, sur lesquels on perçoit des royautés, et qui du coup ne sont pas vendus que sur notre site. Ils sont vendus sur notre site, mais ils sont aussi vendus chez tous les libraires de France, par exemple. Ok. Et parce qu'en fait, toutes ces questions-là renvoient vers un peu mon interrogation sous-jacente, c'est quelle est l'équation économique pour faire fonctionner, faire tourner un truc comme ça, parce que les investissements pour construire une IP, j'imagine, qui sont très lourds. Ouais. À quel moment est-ce qu'il y a une taille critique que tu dois atteindre pour que tu t'arrives vraiment à faire une boîte qui commence à valoir de l'argent et un truc très solide, ou est-ce que dès le démarrage, le modèle D2C te permet en fait d'être rentable, tout en ayant ces lourds investissements que tu fais dans ton IP? En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Effectivement, nous, on est DNVB, l'objectif c'est d'être DNVB rentable pour se garder du coup à la fois du temps et des ressources pour investir sur le long terme sur tous les projets qu'on évoque là. C'est que les projets qu'on évoque là sont évidemment très rentables, mais sont des projets au long terme. Je veux dire, ça tombe bien, nous on a le temps, on s'éclate sur le projet, on est passionné, et donc on est parti pour une construction long terme de la marque. Et donc effectivement, il faut avoir un business récurrent qui tourne bien, qui vit bien. C'est notre abonnement au magazine et c'est nos fans qui achètent nos jouets, nos livres, nos jeux de société. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et après, il y a toute la construction long terme sur laquelle on doit garder de la bande passante, des ressources pour investir, etc., qui vont porter leurs fruits plus tard et qui seront à terme normalement beaucoup plus massifs, beaucoup plus rentables, etc., mais qui doivent se construire sur le long terme. Et donc, je pense que la patience est un vrai enjeu là dans notre réussite parce que si tu veux créer une belle IP avec des valeurs cohérentes, c'est-à-dire cohérentes pour nous, en termes de ce qu'on a envie de créer, cohérente pour le marché, c'est-à-dire une marque qui va s'associer avec ton IP et qui sait qu'elle achète aussi ces valeurs-là, cohérentes pour nos clients, ben en fait, ça veut dire, au-delà des investissements et tout, ça veut dire d'être crédible, de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses dans le temps, tu vois, de choisir les bons projets. Et en fait, le déploiement, il va être assez naturel. Tu vois, il y a des étapes, il y a des jalons, il y a une série animée, ça va amener de plus en plus de licensing. On commence déjà à faire du licensing, nous, beaucoup, typiquement sur le livre. On fait aussi beaucoup de marques. Tu vois, on a travaillé avec une quinzaine de marques l'année dernière. Et des grosses marques. On a travaillé avec Aigle, Petit Bateau, on a travaillé avec la Fondation Vinci, Pierre et Vacances. On travaille avec des vraies marques nationales
pour des vrais projets d'envergure. Et donc, tu vois, tout ça, il faut que ça continue, tu vois, dans le temps, mais sans précipiter les déploiements au risque on dit toujours cramer l'IP, mais c'est le risque, nous. Tu peux détailler peut-être un peu ce que ça veut dire, cramer une IP? Cramer l'IP, ce serait en réalité, si demain, je te prends un exemple en vrai, que je sais pas si demain on commence à être sur des pots de, je sais pas moi, de glace ou j'en sais rien, un projet qui ne ressemble pas du tout, d'une glace, tu vois, un peu chimique pour les gosses, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Si là, on commence à mettre nos petits héros sur le packaging et qu'on fait une opération là, typiquement, on risque de cramer l'IP. On risque de cramer l'IP parce que notre communauté, et d'ailleurs, aura bien raison, va dire, attends, je comprends pas pourquoi je vois les mini-mondes là. C'est pas les valeurs de bon contenu, d'ouverture d'esprit, c'est pas ça que j'achète, je comprends pas pourquoi ils sont là. On va se griller auprès des diffuseurs qui vont dire, on n'arrive pas à les positionner. On va se griller auprès de marques demain qui, à l'inverse, voulaient faire des projets quali avec nous et cacher aussi cette caution, ce bon sens, cette nouvelle génération de famille qui nous suit. On dit, attends, en fait, je comprends pas. Et donc, en fait, on va créer, en fait, ça va être contre-productif. On va prendre des revenus à l'instant T, mais en fait, on va détruire la valeur future de l'IP. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut vraiment éviter, de construire une belle marque avec des valeurs fortes. Et donc, il faut pas faire de compromis, tu vois, dans les déploiements, même pour aller chercher quelques milliers d'euros en plus sur le court terme, tu vois. Ce serait une mauvaise décision, je pense. Tu me posais une question tout à l'heure, j'avais m'étais noté, j'ai oublié de te poser, c'est est-ce que la transition se fait bien entre, du coup, c'est la famille Biclou et Oscar et Sacha? Ouais. Et ça se fait naturellement comme je crois qu'il y a les petits Gemlir ou un truc comme ça, je sais pas Ouais, comment ça s'appelle. t'as raison. Gemlir. Et ouais, il y a des bons benches là-dessus, Lou et Petit Lou. Tu vois, il y a des choses qui se font bien. Écoute, dans l'industrie, on appelle ça le chaînage. Le chaînage, effectivement, c'est une des bonnes pratiques pour rendre ton business le plus sain possible. Ton business, nous, un peu en mode DNVB, abonnement, etc., pour qu'il soit sain, il y a 2 enjeux. Il y a 3 enjeux. Il y a l'enjeu d'avoir une acquisition qui est saine et qui est pas très onéreuse. Il y a l'enjeu 2, effectivement, d'avoir des gens qui, quand ils sont actifs, sont très engagés, du coup, achètent des extensions, on parlait des jouets, des jeux de société. Effectivement, il y a l'enjeu 3, que les gens restent avec toi le plus longtemps possible. Et donc, pour ça, il faut avoir un catalogue avec du chaînage. C'est-à-dire qu'une fois que ton enfant a 3 ans, si t'as rien à lui proposer après, naturellement, il part. Donc, si t'as un mag à lui proposer pour les 4 ans avec un héros qui lui correspond, t'as une chance qu'il reste. Nous, c'est un truc qu'on a appris sur le tard. C'est qu'au début, nous, on avait Oscar et Sacha pour toutes les tranches d'âge. Et en fait, c'était une énorme erreur parce qu'en fait, un enfant grandit et il va pas avoir le même héros. Enfin, tu vois, t'as pas Spider-Man de tes 1 an à tes 12 ans. C'est évident. Une tranche d'âge, un héros. Et donc, ça fait pas longtemps qu'on a lancé les Biclou pour justement avoir des héros qui correspondent beaucoup plus à ta tranche d'âge, à ton enfant, etc. Et l'enjeu derrière, au-delà de faire du bon contenu, c'était aussi pour nous un enjeu de mieux maîtriser le chaînage et donc de commencer avec tes Biclou en initiation tour du monde à vélo et d'enchaîner après justement avec un tour du monde qui est plus chasse au trésor, des énigmes, des enquêtes, tu vois, quelque chose de plus dans l'action, disons, avec Oscar et Sacha. Donc maintenant, on a une promesse édito, en tout cas, qui est plus adaptée. Donc j'espère que ça va porter ses fruits, ouais. Et vous allez faire... du coup, ça s'arrête à 7 ans 8 ans? Écoute, on a essayé le 8 ans. On a essayé le 8-11 ans et on a stoppé. Pourquoi? Parce que je pense qu'on maîtrise moins ce public. Il y a et parce que la concurrence est plus forte, ou en tout cas est différente. À partir de 8 ans, déjà, c'est l'enfant qui choisit. Nous, on est à un âge où les parents ont encore leur mot à dire. Alors, à 6-7 ans, c'est déjà un peu moins vrai, mais en tout cas, de 1 à 5 ans, on va dire, les parents ont vraiment leur mot à dire, et on a un lien fort, nous, avec les parents, parce qu'on leur correspond, donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est aussi quand l'enfant grandit, donc c'est lui qui a le maître mot, et en plus, il y a toute la concurrence après qui arrive avec les Marvel, avec tout ça, donc le digital est encore plus présent. En vrai, c'est une promesse qui est différente, on a testé, et on est moins bon sur ce segment. Ça veut pas dire qu'on n'arrivera pas à revenir demain avec une proposition de valeur, mais là, aujourd'hui, on n'était pas prêt. Ok. Et donc, les pistes de croissance pour vous, c'est reprendre le playbook. Donc, si je récapitule, si j'ai bien compris, continuer à travailler l'IP en continuant à travailler les 2 franchises. Là. Accélérer la diffusion au maximum soit via YouTube, soit via des diffuseurs et autres choses qui peuvent te permettre de faire ça. Et multiplier les façons de monétiser avec soit des trucs que vous avez en propre, soit du licensing. Ouais, c'est bien. Et c'est continuer ce playbook. Ouais, je pense que notre playbook, là, on commence à avoir quelque chose, enfin, on commence à être vraiment au clair. Aujourd'hui, on a 2 IP, tu vois, et on sent qu'on est qu'au début, tu vois, et qu'on va vraiment pouvoir continuer de les accélérer. Alors, il y a notre core business et l'abonnement, et c'est vraiment formidable pour nous. Nos extensions, enfin, tu vois, tout ça, on a bien assis et on commence à y voir assez clair. Et effectivement, t'as raison, maintenant, la clé, c'est de réussir à lancer les gros projets qu'on a dans la soute et de passer d'une DNVB à une IP, en fait, en réalité, vraiment dans le business model, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça les gros défis, donc c'est réanimer l'expérience, les déploiements licensing et du coup l'international qui devrait suivre de tout ça. Donc il y a des beaux défis. Hein. Est-ce que tu as un avis sur le futur du modèle D2C? Écoute, moi déjà je suis un passionné de direct to consumer pour une raison évidente, c'est que
c'est le seul moyen pour moi d'offrir des produits de top qualité à un prix de vente abordable. Et en fait, c'est juste ça, moi, qui m'a donné envie de faire du direct to consumer. Et à un moment, on a perdu, je pense, l'essence même de ce truc-là. C'est pourquoi j'ai fait des jouets en direct to consumer. Parce que je voulais faire le jouet le mieux fabriqué du monde. Et que le jouet le mieux fabriqué du monde, il sort d'usine, même si tu te débrouilles bien, à 20 euros. Parce que le made in France, parce que tu fais tes moules en France, parce que le plastique recyclé, c'est cher, parce que ton packaging, tu veux qu'il soit réutilisable pour le gamin, parce que tu veux donner une part de tes revenus à des assos. En fait, si tu fais ça, il sort pas à 2 euros de l'usine. C'est une réalité, c'est pas grave, il sort à 20 euros. Et si tu veux pas le vendre 130 euros dans un magasin de jouets et que tu veux le vendre 40, 50 euros, qui est un peu le prix de la concurrence, bah, il faut le vendre en direct, tu vois. Et donc, je pense que dans tous les sujets qu'on a aujourd'hui d'impact, d'environnement, de mieux fabriquer et tout, le direct to consumer, en vrai, c'est la réponse à ça, de pouvoir faire des bons produits à des prix de vente raisonnables et donc pas des marques élitistes. Donc, en ce sens, mon envie, en tout cas, c'est que les DNVB perdurent et arrivent à trouver leur bonne équation économique. Je crois aussi beaucoup quand même à l'omnicanalité, tu vois, dans des contextes, dans des cas spécifiques, etc. Nous, on le fait typiquement avec les libraires. J'ai envie d'être chez les libraires. On a trouvé un modèle de licensing pour être chez les libraires, donc l'omnicanalité est important. Mais je pense qu'il y a encore moyen de créer des vraies belles marques direct to consumer parce qu'il y a tous ces enjeux derrière, tu vois, de bons produits, tu vois. Et puis aussi parce que je trouve quand même que c'est là où on peut le plus s'éclater, tu vois. D'avoir ce lien en direct à toute notre communauté. Enfin, nous, on le voit typiquement dans toutes les activations qu'on fait, etc. Le fait de parler à tes clients, bah, en fait, c'est génial, tu vois, de construire des relations à 2, 3, 4 ans, tu vois. On a encore des gens qui sont à nos côtés, qui nous suivaient depuis le début, qui étaient avec nous dans les cafés au début pour suivre l'aventure de la marque. Ça, c'est aussi parce qu'on leur parle en direct, tu vois. Donc, je pense, ouais, franchement, qu'il y a encore un avenir avec des vraies belles choses à faire. Mais effectivement, le modèle a été changé, il faut trouver les parades. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, avec l'IP. Hein. En vrai, c'est aussi de trouver les parades aux difficultés, aux évolutions du modèle DNVB. Merci pour ton temps. Merci. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode des Brutes Acquisitions et puis les Brutes e-commerce. Salut à tous.